Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les résultats de AEW Dynamite du 4 novembre 2020. Pour info, dans cette vidéo, on va se concentrer uniquement sur AEW Dynamite cette semaine, car honnêtement, il ne s'est rien passé de très marquant du côté de NXT. Donc on reprendra NXT dès la semaine prochaine, mais ce soir, on se concentre sur Dynamite, car bien entendu, c'est une semaine AEW, car ce week-end, nous avons le pay-per-view AEW Full Gear, et pour info, j'ai sorti ma vidéo pronostic hier, donc n'hésitez pas à la checker. Dedans, vous avez toute la carte du show, et vous avez également les informations de diffusion de Full Gear qui sera diffusée en France et commentée en VF. Allez, c'est parti, on démarre avec une interview en coulisses de Chris Jericho accompagné par Santana et Hager. Chris Jericho met en avant bien entendu Jake Hager qui a remporté son 3e combat de MMA à la Bellator. Et honnêtement, Jake Hager est ressorti bien amoché du combat, mais malgré tout, il a remporté le match. Mais rapidement, Jericho a été interrompu par MJF qui les rejoint avec Wardlow. MJF dit qu'il a senti qu'il y avait des tensions la semaine dernière entre Jericho et lui, et il n'aime pas ça. Donc MJF dit qu'il est content que ce soir Chris Jericho soit aux commentaires, car il sera bien placé pour voir que MJF a ce qu'il faut pour rejoindre le Inner Circle. Mais Chris Jericho dit à MJF de regarder Santana, de regarder Jake Hager. Ces deux catcheurs sont des durs à cuire, et les gens en général dans The Inner Circle sont des durs à cuire, des catcheurs avec un instinct de tueur. Mais Jericho nous dit que MJF n'a pas cet instinct, il n'a pas ce qu'il faut pour rejoindre The Inner Circle, il est trop doux, il est soft. Et MJF n'a pas du tout apprécié qu'on le traite de soft, donc il a dit à Jericho qu'il va lui prouver le contraire. Puis Jericho fait son entrée pour rejoindre la table des commentateurs, et ensuite on démarre avec un match par équipe, MJF et Wardlow contre Sammy Guevara et Ortiz. Ce match a été organisé car Sammy Guevara et Ortiz ne souhaitent pas que MJF rejoigne The Inner Circle, donc ils ont promis de détruire MJF dès ce soir. Et du coup forcément comme MJF était énervé, on a eu le droit à un MJF plus intense, plus violent lors de ce match. Et il y a également eu une intervention de Matt Hardy, car vers la fin du match, Sammy Guevara se retrouve à l'extérieur du ring et il s'embrouille avec le catcheur masqué Serpentico dans le public. Donc Serpentico prend une chaise et il la jette sur Sammy Guevara, et ensuite Serpentico enlève son masque et on se rend compte que c'était Matt Hardy déguisé. Puis dans le ring, MJF porte son finisher, une clé de bras à Ortiz, pour la victoire. Mais ce n'est pas terminé, car après le match, alors que MJF et Wardlow sont en train de remonter la rampe, MJF passe à côté de la table des commentateurs et il se jette sur Chris Jericho. Jake Hager intervient pour séparer les deux catcheurs, et on peut voir Chris Jericho qui sourit pendant qu'il se relève, donc Chris Jericho qui apprécie cette attitude de MJF. On enchaîne ensuite avec une petite interview préenregistrée de Kenny Omega par Tony Schiavone, et Kenny Omega nous a parlé de son match face à Hangman Page. Il a demandé aux commentateurs sur qui il misait, et Tony Schiavone a répondu que ce serait difficile de miser contre Kenny Omega. Donc Kenny dit que peut-être que c'était son destin que de remporter ce tournoi puis de devenir champion AEW, mais on sentait un Kenny Omega qui était vraiment en mode second degré durant l'interview, Kenny Omega qui est bizarre en général au niveau de son comportement ces dernières semaines. On enchaîne avec le second match de la soirée, Miro, donc l'ancien Rusev, accompagné par Kip Sabian et Penelope Ford, contre Trent accompagné par Chuck Taylor. Je rappelle que Miro et Kip Sabian en veulent aux Best Friends, car lors d'un match, les Best Friends ont détruit les jeux vidéo de Miro et Sabian sans faire exprès. Et il faut savoir qu'une fois que les catcheurs étaient dans le ring, Miro s'est moqué de la mère de Trent au micro, et donc forcément Trent n'a pas apprécié, il a sauté sur Miro. Kip Sabian et Penelope Ford ont essayé d'intervenir plusieurs fois, mais heureusement Trent avait Chuck Taylor et Orange Cassidy avec lui. Au final, c'est bien Miro qui remporte le match en environ 11 minutes avec son finisher, le Game Over. Et après le match, Miro s'acharne sur Trent et Chuck Taylor, il prend même le micro pour les insulter, mais Orange Cassidy monte sur la 3e corde et il saute sur Miro et Kip Sabian. Puis on a le droit à une autre interview préenregistrée de Hangman Page par Jim Ross. Jim Ross demande à Hangman Page quelle va être sa tactique ce week-end face à Kenny Omega, et Hangman Page répond que c'est très simple, il connaît parfaitement Kenny Omega, il connaît toutes ses prises, donc il sait comment les contrer. Mais JR dit à Hangman Page qu'il est en train de se foutre de sa gueule, il est en train de lui mentir. JR sent que Hangman Page est stressé, et JR nous dit qu'il a même une preuve, c'est que Hangman Page a un verre de bourbon à la main, donc il est nerveux. Page nous explique que personne ne pensait qu'il pouvait être le premier champion de la AEW, et au final, les gens avaient raison. Il nous dit que s'il ne gagne pas ce samedi soir, alors il ne sait pas quelle est la suite pour lui. Donc JR avait bien raison, Hangman Page est clairement inquiet et stressé par rapport au match de ce week-end.
Donc JR donne un conseil à Hangman Page, il lui dit que la modération est la clé. Et Chris Jericho ajoute au commentaire que si Hangman Page se ramène ce samedi à Full Gear en ayant bu ou en ayant une gueule de bois, à ce moment-là il n'a aucune chance. Petite précision également par rapport au match précédent, je tiens quand même à dire que je trouve que Miro pour le moment est assez mal utilisé à la AEW, dans une rivalité qui ne sert à rien alors que Miro devrait directement être dans le main event et parmi les plus gros noms de la fédération. Là ils sont un petit peu en train de gâcher sa staritude, j'ai envie de dire, et à côté de ça c'est fou qu'il n'ait même pas de match ce week-end à Full Gear. Ensuite nous avons une petite vidéo qui nous récapitule la rivalité entre les FTR et les Young Bucks, puis nous avons Taz qui fait son entrée avec Brian Cage et Ricky Starks, et Taz se plaint du fait que ses deux clients enchaînent les victoires, et pourtant ils n'ont aucune opportunité à la AEW, ils n'ont même pas de match à Full Gear. Donc Taz envoie un message à l'un des vice-présidents de la AEW, Cody Rhodes, en lui disant que son système de classement des catcheurs ne vaut rien, et qu'actuellement il se moque de Ricky Starks et de Brian Cage. Puis nous avons droit à l'entrée des Private Party accompagnés par Matt Hardy, mais Matt Hardy se fait directement attaquer par Sammy Guevara. Sammy Guevara qui porte le Twist of Fate à Hardy sur la rampe d'entrée. Et on enchaîne donc avec les Private Party contre les Young Bucks. Les commentateurs nous rappellent que c'est un match retour, car ces deux équipes s'étaient affrontées lors du deuxième épisode de AEW Dynamite, et à l'époque, il y a un an, c'était les Private Party qui avaient remporté le match. Mais un an plus tard, les Young Bucks sont à nouveau en forme, c'est maintenant à leur tour d'être mis en avant, donc ce sont bien les Young Bucks qui ont remporté le match en environ 15 minutes, avec le BT Trigger. Mais attention, après le match, les Young Bucks sont attaqués par les FTR, accompagné par Tully Blanchard. Et un petit peu comme la dernière fois, les FTR voulaient s'attaquer à la jambe de Matt Hardy, mais d'un coup, nous avons le droit à l'entrée de Hangman Page. Hangman Page qui arrive toujours avec un verre en main, mais il monte sur le ring pour sauver les Young Bucks, et derrière, Kenny Omega arrive également. Donc nous avons droit à une sorte de réunion de The Elite. Hangman Page et Kenny Omega se retrouvent face à face. Au début, ils se checkent, mais ensuite ils commencent un petit peu à s'engueuler et on va dire à trash talk, à tchatcher. Mais c'est resté bon enfant et au final Kenny Omega s'est reculé, il est parti. Donc c'est assez intéressant parce qu'on ne comprend plus où on en est au sein de The Elite. La AEW nous a fait croire qu'un heel turn était possible avec tous les membres, Hangman Page, les Young Bucks et Kenny Omega. Mais apparemment ce ne sera pas le cas pour Hangman Page, j'ai l'impression que ce ne sera pas le cas non plus pour les Young Bucks. Donc maintenant la question c'est est-ce que Kenny Omega va rester gentil et le clan va se reformer, ou est-ce que Kenny Omega va bien effectuer un heel turn. Derrière on passe au meilleur segment du show hier soir, un segment qui m'a vraiment marqué, c'était le face-à-face entre Eddie Kingston et Jon Moxley, et pour info les deux catcheurs n'avaient surtout pas le droit de se frapper. Si jamais ils commencent à se battre, le match de Full Gear est annulé. Et honnêtement c'était une stipulation parfaite pour ce segment, car ça a rajouté encore plus d'intensité lors des échanges entre Moxley et Kingston. Kingston s'est directement mis face à Moxley et il a commencé à gueuler. Kingston nous explique qu'il a donné sa vie pour devenir champion du monde et il n'a jamais réussi quoi que ce soit. Donc au final, il a dû vendre son âme au diable, il a dû changer pour pouvoir remporter ce titre, le titre le plus prestigieux du monde du catch. Et c'est pour cette raison qu'il est devenu tout ce qu'il détestait au final. Puis Moxley prend le micro pour répondre et il dit qu'il faut faire très attention à qui sont vos amis. Il nous dit que c'est mieux d'avoir 2-3 amis qu'une centaine de potes. Et justement, parmi ses amis, il n'aurait jamais pensé que Eddie Kingston le trahirait un jour. Car je rappelle que ces deux catcheurs se connaissent depuis plus d'une dizaine d'années. Donc justement, Jon Moxley commence un petit peu à parler de leur vie privée. Jon Moxley explique qu'il connaît la mère de Eddie Kingston et qu'il avait promis à la mère de Kingston de le protéger, de veiller sur lui. Et là, Kingston était tellement bon dans son rôle, il avait l'air énervé comme jamais, donc il a tourné le dos à Moxley, car sinon il allait le frapper et il ne pouvait pas. Puis Jon lance un petit pic à Eddie Kingston en disant que souvent les gens qui font le plus de bruit, qui ont une grande gueule, sont au final les plus faibles. Et ces derniers temps, Eddie Kingston a vraiment une grande gueule. Jon nous dit qu'il est le champion de la AEW et le meilleur catcheur sur Terre. Et ce samedi soir, Eddie Kingston va se rendre compte qu'après 18 ans de carrière, il ne mérite toujours pas le titre AEW. Mais Jon Moxley lui dit que ça lui fait mal au cœur, car malheureusement, il va devoir briser la promesse qu'il avait fait à la mère d'Eddie Kingston. Kingston n'en pouvait plus, donc il a simplement répondu à Jon Moxley que tout ça, c'est réel. Là, on est dans la réalité. Puis il a quitté le ring, mais honnêtement, trouvez ce petit segment, n'hésitez pas à le checker, car selon moi, c'était littéralement l'un des meilleurs segments de l'histoire de la AEW. Les deux catcheurs étaient incroyables hier soir au micro, ils étaient tellement crédibles que limite en fait ça ressortait comme étant trop réel par rapport à tout le reste du show. Donc bravo Moxley et bravo Kingston, car je pense que hier soir auprès des fans qui ne le connaissent pas trop, Kingston est passé à un autre niveau, il a montré qu'il est excellent au micro et qu'il en veut. Puis nous avons le droit à une vidéo de Pac.
Pac que nous n'avons pas vu depuis 7 mois à la AEW suite au confinement, car je rappelle que bien entendu Pac vit en Angleterre. Donc Pac a tourné une vidéo où on le voit dans son salon et on voit plusieurs Pac derrière lui. Et Pac nous dit que ce qui est horrible avec le confinement, c'est qu'il n'a personne avec qui jouer. Mais Pac nous dit de ne pas s'inquiéter pour lui, car il a déjà été perdu, il a déjà été abandonné. Mais ça va le rendre plus fort, plus rapide et encore plus obsédé. Ensuite, très rapidement en coulisses, on a Dustin Rhodes et QT Marshall qui se sont fait attaquer par The Butcher and The Blade. Et nous avons également Ali qui s'est moqué un petit peu de QT Marshall. Puis lors du 4e match, nous avons la catcheuse Red Velvet accompagnée par Brandi Rhodes contre Nyla Rose accompagnée par Vickie Guerrero. Et comme vous pouvez l'imaginer, ça a été un squash match de 2 minutes et c'est Nyla Rose qui a remporté le match. Et après le match, Vickie Guerrero prend le micro pour se moquer de Brandi Rhodes, puis de Hikaru Shida qui est dans le public, et ça a mené à une petite confrontation entre Vickie Guerrero, Hikaru Shida et Nyla Rose. Ensuite, nous avons le droit à l'une de ces vidéos dans l'univers de Darby Allin. Darby Allin qui est à la campagne ou en forêt, je ne sais pas exactement. Il se dirige vers une voiture, Darby Allin qui monte dans une voiture en pleine campagne, et il faut savoir que cette voiture était aux couleurs de Darby Allin, et dessus il y avait marqué le visage de TNT. Et en face de la voiture, il y avait quelqu'un avec un masque de Cody Rhodes, et Darby Allin a foncé dans cette personne. Donc je pense que le message est clair. Puis on passe au main event de la soirée, Cody Rhodes avec Billy Gunn et son fils Austin Gunn contre les membres du Dark Order, Colt Cabana, John Silver et Ten. Deux petites précisions avant le match, il faut savoir que Austin Gunn et Billy Gunn font maintenant partie de l'entourage de Cody Rhodes, la Nightmare Family. Et à côté de ça, très bonne nouvelle pour Cody, hier soir après le show, il a annoncé qu'il a enfin les droits sur son nom entier, Cody Rhodes. On a eu le droit à un match d'environ 10 minutes, et au final ce sont Cody Rhodes et le Gun Club qui remportent le match. Et attention, après le match, des membres du Dark Order viennent autour du ring, et John Silver veut attaquer Cody Rhodes et le Gun Club avec une chaise, mais Orange Cassidy vient attaquer John Silver. Puis derrière, Cody Rhodes prend le micro pour envoyer un message à Darby Allin qui est assis dans la foule. Cody Rhodes s'adresse à Darby Allin, et il nous dit que Darby Allin pense que la chaîne TNT ne veut pas de lui en tant que champion TNT, car il prend trop de risques, il ne fait pas attention à ce qu'il fait. Mais Cody Rhodes dit que c'est totalement faux, c'est un mensonge de la part de Darby Allin, et la chaîne TNT adorait l'avoir en tant que champion. Donc Cody Rhodes dit à Darby Allin d'arrêter de mentir par rapport à la raison pour laquelle il n'est pas champion. Darby Allin veut le championnat de l'as de la fédération, mais le problème c'est que ce n'est pas un as. Donc Cody Rhodes qui fait comprendre à Darby Allin tout simplement qu'il n'est pas champion parce qu'il ne le mérite pas. On verra la réponse de Darby Allin ce samedi soir à Full Gear. Donc voilà, c'est tout pour les résultats de AEW Dynamite. Maintenant, comme d'habitude, c'est à vous, n'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!